Julien Thorne possédait des milliards sur ses comptes bancaires, un cœur de pierre froide et un ego si démesuré qu'il aurait pu éclipser le soleil lui-même. Il considérait les gens autour de lui comme des jouets jetables, de simples pions à utiliser et à écarter au gré de ses caprices et de son amusement personnel. Lorsqu'il entra ce soir-là dans ce restaurant étoilé de Paris, il posa son regard sur une serveuse timide et tremblante et décida, sur un coup de tête, de briser sa vie simplement pour gagner un pari mesquin et insignifiant. Il la fit renvoyer pour une plaisanterie cruelle. Il rit en la voyant s'éloigner, humilié, mais il ignorait qui elle était réellement. Il n'entendit pas le grondement du tonnerre qui s'annonçait au loin, et lorsqu'elle se retourna pour lui murmurer 6 derniers mots, le sourire suffisant fut effacé de son visage à tout jamais, car parfois la personne qui vous sert votre dîner est celle qui détient les clés de votre royaume. Restez avec nous, car vous êtes sur le point d'assister à la chute la plus satisfaisante de l'histoire des grandes entreprises. La pluie battait avec violence les immenses baies vitrées du salon Obsidienne, le restaurant le plus exclusif de tout Paris, offrant une vue imprenable sur la tour Eiffel noyée dans la brume. À l'intérieur, l'air sentait l'huile de truffe, l'acajou vieilli et l'argent de la vieille bourgeoisie. C'était le genre d'endroit où une simple bouteille de vin coûtait plus cher qu'une Renault Clio d'occasion, et où le silence était pesant, seulement rompu par le tintement délicat de l'argenterie contre la porcelaine fine et les murmures étouffés des courtiers en puissance, concluant des accords qui feraient basculer la bourse de Paris dès l'ouverture des marchés le lendemain matin. Alice Vance ajusta son tablier pour la 10e fois en 1 heure. Ses mains tremblaient. Elles tremblaient toujours lorsqu'elle s'occupait de la section VIP. Mais ce soir était différent. Le directeur, M. Henry, un homme au front perlé de sueur et à la colonne vertébrale aussi flexible que de la gélatine, avait averti le personnel lors du briefing d'avant-service avec une gravité terrifiante. « Julien Thorne vient ce soir », avait dit Henry, sa voix tombant dans un murmure révérencieux. « Table numéro 1, si l'un de vous gâche cela, ne prenez même pas la peine de passer au bureau pour récupérer votre dernier chèque. Partez, tout simplement. » Julien Thorne. Ce nom seul suffisait à aspirer l'oxygène de la pièce. À 32 ans, il était le PDG de Thorne Dynamics, un conglomérat mondial qui avalait les petites entreprises au petit déjeuner. Il était beau d'une manière cruelle et tranchante, avec des yeux comme des éclats de glace et une réputation de destructeur de carrière pour le sport. Alice prit une profonde inspiration, essayant de stabiliser son rythme cardiaque. Elle avait désespérément besoin de ce travail. Les factures médicales de son père s'empilaient sur le comptoir de la cuisine comme un monument à leur pauvreté. Le traitement pour sa maladie pulmonaire rare n'était pas couvert par la sécurité sociale ni par sa mutuelle. Et le salon Obsidienne était le seul endroit de la ville où les pourboires étaient assez substantiels pour éloigner les huissiers de sa porte. Elle devait juste garder la tête baissée, être invisible et servir la nourriture. Henri siffla depuis la ligne de passe. Table 1, ils sont là. Service de l'eau maintenant. Et pour l'amour de Dieu, souriez. Alice saisit la carafe en cristal, la condensation froide contre sa paume. Elle s'avança sur le sol, ses chaussures ne faisant aucun bruit sur le tapis moelleux. La table numéro 1 était le meilleur siège de la maison, offrant une vue panoramique sur les toits pluvieux de la ville Lumière. 3 hommes y étaient assis. Au centre se trouvait Julien Thorne. Il portait un costume sur mesure qui coûtait plus cher que ce qu'Alice gagnerait en 5 ans. À sa droite se trouvait Sébastien Croix, son directeur financier et homme de main, un type qui riait trop fort à des choses qui n'étaient pas drôles. À sa gauche se trouvait un homme qu'elle ne reconnaissait pas, plus âgé avec une barbe grise et une expression lasse. Alors qu'Alice approchait, elle saisit la fin de leur conversation. « La fusion est pratiquement faite, Marc, » disait Julien en faisant tourner un verre de liquide ambré. « Le conseil d'administration mange dans ma main. Une fois que nous aurons acquis Vance Technologies, nous la démantèlerons pour récupérer les pièces, nous licencierons le personnel redondant et nous absorberons les brevets. C'est de l'argent gratuit. » Alice se figea pendant une microseconde. Vance, c'était un nom commun, se dit-elle. Juste une coïncidence? « De l'eau, messieurs »
demanda-t-elle, sa voix douce. Julien ne la regarda même pas. Il tapota simplement son verre avec un ongle manucuré, gazeuse, et assurez-vous qu'elle soit refroidie exactement à 4 degrés. Si je vois de la glace flotter dedans, je ferai un scandale. Bien sûr, monsieur, dit Alice. Elle versa l'eau avec une précision exercée, s'assurant qu'aucune goutte n'éclabousse la nappe blanche immaculée. Sébastien se pencha, un sourire méchant jouant sur ses lèvres. Alors Julien, à propos de ce pari que nous avons fait dans l'ascenseur. Julien leva enfin les yeux. Ses yeux se posèrent sur Alice, ne voyant pas une personne, mais un objet, un accessoire. Il scanna sa posture nerveuse, ses manchettes effilochées, la façon dont elle se mordait la lèvre. « Le pari ?» demanda Julien, une lueur cruelle apparaissant dans ses yeux. « Tu as dit que tu pouvais gâcher la soirée de n'importe qui en 5 minutes. » Sébastien gloussa. « Je te parie 10 000 € que tu ne peux pas faire pleurer le personnel avant que les entrées n'arrivent. Celle-ci a l'air fragile. » L'homme plus âgé, Marc, fronça les sourcils. « Julien, concentrons-nous sur les affaires, l'acquisition. »« Tais-toi, Marc. Tout travail et pas de jeu fait de Julien un garçon ennuyeux. » Traîna Julien. Il tourna son corps entièrement vers Alice, qui avait fini de verser et essayait de reculer. « Excusez-moi, ma douce. » Alice s'arrêta. « Oui, monsieur. Est-ce que tout va bien? »« Non, » dit Julien, sa voix tombant dans un baryton dangereux. « Ça ne va pas. Quel est votre nom? »« Alice, monsieur. »« Alice ?» Il goûta le nom comme si c'était du mauvais vin. « Dites-moi, Alice, aimez-vous votre travail? »« Oui, monsieur. J'en suis reconnaissante. » Julien regarda Sébastien et fit un clin d'œil, reconnaissante. C'est pittoresque, vous savez, Alice. Je viens dans des endroits comme celui-ci pour éviter l'odeur du désespoir. Mais vous, il plissa le nez théâtralement. Vous empestez le désespoir. Cela perturbe mon appétit. Alice sentit le sang se vider de son visage. Le restaurant devint silencieux autour d'eux. Je m'excuse, monsieur. Je peux envoyer un autre serveur, si... » « Oh non, » l'interrompit Julien en se penchant en arrière dans sa chaise en cuir. « Je ne veux pas d'un autre serveur. Je veux être diverti. » Il prit son verre d'eau, le regarda une seconde, puis ouvrit délibérément sa main. Crash, le cristal se brisa contre le sol. L'eau trempa le tapis coûteux et éclaboussa les chaussures Richelieu polies de Julien. Alice haleta, instinctivement, cherchant une serviette. « Oh mon Dieu, monsieur, je... » « Regardez ce que vous avez fait !» cria Julien, sa voix résonnant dans la salle à manger. Il se leva, feignant l'indignation. « Êtes-vous incompétente? Vous m'avez jeté de l'eau dessus. »« Je ne l'ai pas fait, » balbutia Alice, les larmes piquant ses yeux. « Vous l'avez laissé tomber, monsieur, s'il vous plaît. »« Menteuse !» ricana Julien. Il claqua des doigts. « Directeur, venez ici tout de suite. » Monsieur Henry apparut comme par magie, le visage pâle. « Monsieur Thorne, je suis terriblement désolé. Que s'est-il passé? Cette fille incompétente m'a jeté un verre d'eau parce que je lui ai dit que la commande était fausse. » mentit Julien avec fluidité. Il pointa un doigt vers la poitrine d'Alice. « Elle est instable. Elle m'a attaqué. » Sébastien couvrait sa bouche pour cacher son rire. Marc détourna le regard. Honteux, mais silencieux. « Alice !» aboya Henri en se tournant vers elle. « Est-ce vrai? »« Non. Monsieur Henri, s'il vous plaît, il l'a laissé tomber exprès. Il ment. » La voix d'Alice se brisa. L'humiliation brûlait sa peau. Tout le monde regardait. Les autres convives, le personnel, tout le monde. Julien s'approcha d'Henri, dominant le petit directeur. « Je dépense 1 demi-million d'euros par an pour divertir des clients dans cette ville. Henri, si elle est toujours employée ici, dans 30 secondes, j'achète cet immeuble, je vous expulse et je le transforme en parking. Me comprenez-vous? » Henri n'hésita pas. Il ne regarda pas les caméras de sécurité, il ne demanda pas la version d'Alice, il regarda le totes milliardaire et il s'inclina. « Alice, » dit froidement Henri, « vous êtes virée. Prenez vos affaires et sortez maintenant. »
Le silence qui suivit le licenciement fut assourdissant. Alice restait là, ses mains tremblant le long de son corps. Elle regarda Henry, un homme pour qui elle avait travaillé inlassablement pendant 2 ans, couvrant des quarts de travail, travaillant les jours fériés, ne se plaignant jamais. Il ne voulait même pas croiser son regard. Puis, elle regarda Julien. Il souriait avec suffisance. Ce n'était pas juste un sourire. C'était un regard de victoire pure et non frelaté. Il plongea la main dans la poche de sa veste, sortit une épaisse liasse de billets, des billets de 100 € craquants, et les jeta sur le sol mouillé à ses pieds. « Tenez, » dit Julien, sa voix dégoulinant de condescendance, « pour le taxi, et peut-être un cours de cuisine, pour que vous puissiez apprendre à être utile ailleurs, bien que j'en doute. » Sébastien éclata de rire. « C'est 10 000 €, Julien. Tu l'as fait en 3 minutes. » Alice baissa les yeux vers l'argent. C'était plus que ce qu'elle gagnait en 1 mois. Elle pourrait le ramasser. Elle avait besoin de le ramasser. Son père avait besoin de médicaments. Le loyer était dû mardi. La partie logique de son cerveau lui hurlait d'avaler sa fierté, de s'agenouiller sur le tapis mouillé et de prendre l'argent. Mais alors elle pensa à son père. C'était un homme malade, oui, mais c'était un homme fier. Il lui avait appris que la dignité n'était pas quelque chose que l'on pouvait acheter, mais c'était quelque chose que l'on pouvait vendre, et une fois vendue, on ne la récupérait jamais. Lentement, Alice leva les yeux. Les larmes qui avaient menacé de tomber avaient disparu. À leur place, se trouvait quelque chose de froid et de dur. Un volet d'acier était descendu derrière ses yeux. Elle enjamba l'argent. « Je ne veux pas de votre argent, monsieur Thorne, » dit-elle. Sa voix était calme, mais elle portait à travers la pièce silencieuse. Julien haussa un sourcil. « Excusez-moi, j'ai dit, gardez-le, » dit Alice, sa voix gagnant en force. « Vous en avez clairement plus besoin que moi. » Julien rit, un son dur et aboyant. « J'en ai besoin, ma douce? Je pourrais acheter toute votre lignée avec les intérêts que mes comptes ont gagnés pendant que j'étais assis ici. » « Ce n'est pas l'argent qui vous manque, » dit Alice. Elle enleva son tablier, le plia soigneusement et le plaça sur la table à côté de l'eau renversée. « Vous manquez d'humanité. Vous pensez que parce que vous êtes assis sur une chaise haute et que vous portez des costumes coûteux, vous êtes un roi, mais vous n'êtes qu'un tyran avec un compte en banque. » Henry s'avança, la panique dans les yeux. « Alice, partez immédiatement ou j'appelle la sécurité. » Alice l'ignora. Elle garda ses yeux fixés sur Julien. Elle vit la lueur d'agacement dans son regard. Il n'était pas habitué à ce que le petit personnel réponde. Il n'était pas habitué à ce que les pions bougent d'eux-mêmes. « Vous avez mentionné Vance Technologies plus tôt, » dit doucement Alice. La pièce sembla chuter en température. Le sourire suffisant de Julien vacilla pendant une fraction de seconde. « Qu'est-ce que vous faisiez? Vous écoutiez aux portes? C'est de l'espionnage industriel, petite fille. Je pourrais vous faire arrêter. Vous avez dit que vous alliez la démanteler pour les pièces, » continua Alice, sa voix stable. « Virer le personnel, absorber les brevets, et alors? » Julien s'approcha, envahissant son espace personnel. C'est les affaires, quelque chose qu'une porteuse de plateau ne comprendrait pas. Alice se pencha, égalant son intensité. Elle ne tremblait plus. Elle le regarda avec un étrange mélange de pitié et de finalité. « Je m'appelle Alice Vance, » murmura-t-elle. Julien se figea, il cligna des yeux. « Nom commun, ça ne veut rien dire. »« Peut-être, » dit Alice. Elle plongea la main dans sa poche, non pas pour une arme, mais pour un vieux smartphone abîmé. Elle tapa sur l'écran une fois et le leva. Ce n'était pas un enregistrement, c'était un compte à rebours en direct. Il affichait 0. « Qu'est-ce que c'est? » exigea Julien. « Cela, » dit Alice, sa voix résonnant légèrement alors qu'elle reculait vers la porte. C'était l'heure limite pour le vote par procuration silencieux du conseil d'administration de Vance. Mon père, Arthur Vance, a fondé cette entreprise et puisqu'il est indisposé, ses droits de vote ne sont pas allés au conseil. Ils sont allés à son plus proche parent. Le visage de Julien devint cendré. Arthur Vance a une fille? Il n'a jamais mentionné de fille. Il voulait me protéger des requins?
dit Alice. « Des requins comme vous? » Elle posa sa main sur la poignée de la porte du restaurant. Le vent et la pluie hurlaient dehors, l'attendant. « Vous m'avez viré pour une blague, Julien, » dit-elle, sa voix sonnant avec une clarté obsédante. « Mais la blague est sur vous. Vous venez de virer l'actionnaire majoritaire de l'entreprise que vous essayez d'acheter. Et mes derniers mots pour vous sont ceux-ci. Vérifiez vos emails, Monsieur Thorne. Je viens d'exercer mon veto. » Elle poussa la porte et sortit dans la tempête, laissant Julien Thorne debout dans une flaque d'eau, fixant l'espace vide où la serveuse sans défense s'était tenue. Pendant un moment, personne ne bougea, puis le son d'une seule notification tinta depuis la poche de la veste de Julien. Puis le téléphone de Sébastien tinta, puis celui de Marc. Cela résonnait comme le glas d'une cloche funèbre. La main de Julien tremblait alors qu'il attrapait son téléphone. Julien Thorne fixait l'écran de son iPhone comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux prêt à frapper. La notification provenait de son directeur juridique, mais l'objet était transféré directement depuis le serveur de gouvernance d'entreprise de Vance Technologies. Objet. Urgent. Vote par procuration exercée. Fusion rejetée. Le pouce de Julien plana au-dessus de l'écran, son souffle se bloquant dans sa gorge. Il déverrouilla le téléphone, ses yeux scannant le jargon juridique qui suivait, conformément à l'article 14, section B de la charte d'entreprise, Vance, l'actionnaire de classe A, Alice Marie Vance, a exercé ses droits de vote majoritaires. L'acquisition proposée par Thorne Dynamics est formellement rejetée. De plus, une motion de censure a été déposée contre le conseil d'administration actuel pour défaut de divulgation d'intentions hostiles. « C'est du bluff », balbutia Sébastien, regardant par-dessus l'épaule de Julien, son visage se vidant de sa couleur. « Ça doit être une serveuse. »« Allez, Julien, elle nous servait de l'eau du robinet il y a 2 minutes. C'est probablement une actrice engagée par un concurrent pour te déstabiliser. » Marc, l'homme plus âgé, à la barbe grise, tapait déjà furieusement sur son iPad. Il ne riait pas, il n'était pas dans le déni. Il regardait des données en temps réel. « Ce n'est pas du bluff, Julien, » dit Marc, sa voix lourde de fatalité. Il tourna l'écran. « Regarde le dépôt à l'AMF. Il vient d'arriver dans la base de données il y a 10 secondes. Alice Vance, fille d'Arthur Vance, assume le contrôle total des actions avec droit de vote avec effet immédiat. L'horodatage correspond au moment où elle a franchi cette porte. » Julien sentit la pièce tourner. L'odeur du risotto aux truffes coûteux sur la table le rendit soudain nauséeux. Il leva les yeux vers M. Henry, le directeur, qui se tordait toujours les mains, regardant d'avant en arrière entre la porte et le milliardaire. « Monsieur Thorne, Queena Henry, y a-t-il un problème? Dois-je appeler la police pour elle? » Julien se leva lentement. La rage qui avait été chaude et explosive plus tôt s'était transformée en quelque chose de plus froid, quelque chose de bien plus dangereux. Il marcha vers Henry jusqu'à ce qu'il soit à quelques centimètres du visage en sueur du directeur. « Vous l'avez viré, » murmura Julien. Henry cligna des yeux, confus. « Oui, oui, monsieur, comme vous l'avez ordonné. Je l'ai jeté dehors immédiatement. Vous avez viré la femme qui détient les clés d'une fusion de 4 milliards d'euros, » dit Julien, sa voix montant en un cri qui brisa l'atmosphère polie du restaurant. « Espèce d'imbécile, vous, espèce d'absolu. Vous venez de mettre à la porte la seule personne dans cette ville qui peut sauver le cours de mon action. Je ne savais pas, » gémit Henry. « Sortez de ma vue, » rugit Julien. « Si je revois votre visage, je m'assurerai que vous ne travaillerez jamais, même dans un stand de limonade. Encore moins dans un restaurant. » Henry s'enfuit vers la cuisine, trébuchant presque sur un commis débarrasseur. Julien se retourna vers sa table. « Marc, prépare la voiture. Sébastien, appelle le service juridique. Dis-leur de tout geler. Nous devons empêcher ce dépôt d'être traité. »« Nous ne pouvons pas l'arrêter. Julien, » dit Marc, rangeant sa mallette avec une résignation calme. Le délai était de 8 heures. Il est 20h02. L'encre est sèche. La fusion est morte. Rien n'est mort tant que je ne dis pas que c'est mort.
Julien attrapa son manteau. Où est-elle allée? Elle ne peut pas être allée loin. Elle est à pied dans une tempête. Il courut vers la sortie du salon obsidienne, ignorant les halètements surpris des autres convives. Il fit irruption par les portes d'entrée dans l'averse torrentielle. La rue était un flou de pluie grise et de lumière jaune de taxi. Le vent fouettait son costume italien coûteux contre son corps, le trempant instantanément. Il regarda à gauche, il regarda à droite, il scanna les trottoirs à la recherche de la silhouette menue dans l'uniforme noir de serveuse, mais la rue était vide de piétons. La tempête avait conduit tout le monde à l'intérieur. Julien Thorne se tenait seul sur le trottoir, la pluie se mêlant à la sueur froide sur son front. Il venait de perdre la plus grosse affaire de sa carrière. Mais pire que cela, il avait été humilié, il avait été joué, et le pire, il se souvenait du regard dans ses yeux. Elle n'avait pas été en colère, elle n'avait pas crié, elle l'avait regardé avec déception. « Alice Vance », marmonna-t-il à la pluie. Son téléphone vibra à nouveau, c'était une notification des nouvelles économiques. Le titre clignotait sur son écran mouillé. Flash spécial, une héritière mystère bloque l'OPA de Thorne Dynamics. L'action Thorne chute de 12% dans les échanges après la clôture. Julien serra le téléphone jusqu'à ce que ses articulations blanchissent. Ce n'était plus seulement une affaire rejetée, c'était la guerre. Le lendemain matin, le siège de Thorne Dynamics ressemblait moins à un bureau d'entreprise et plus à une maison funéraire. L'ambiance était sombre, feutrée et remplie de la crainte des exécutions imminentes. Le bâtiment était une flèche de verre et d'acier de 70 étages au cœur du quartier de la Défense. D'habitude, Julien Thorne entrait dans le hall comme un dieu descendant de l'Olympe, ne saluant personne, ses yeux fixés sur l'horizon. Aujourd'hui, il entra par le garage de service pour éviter la phalange de paparazzi campés devant. Il prit l'ascenseur privé jusqu'au dernier étage. Lorsque les portes s'ouvrirent, son assistante exécutive, une femme vive nommée Sarah, attendait avec une tasse de café noir et un regard de terreur. « Le conseil est déjà dans la salle de conférence, Monsieur Thorne, » chuchota-t-elle. « Sylvain Graves est là. » Julien s'arrêta. « Sylvain est ici en personne? »« Oui, monsieur. Il a pris l'avion de Londres dans la nuit. » Sylvain Graves était le président du conseil d'administration. Il avait 70 ans, impitoyable, et c'était le seul homme que Julien craignait réellement. Sylvain ne se souciait pas de l'innovation ou de l'ego. Il se souciait du dividende, et Julien venait de mettre le feu au dividende. Bien, Julien ajusta sa cravate dans le reflet du mur de verre. Il avait l'air fatigué. Il n'avait pas dormi. Finissons-en. Il poussa les doubles portes en acajou de la salle du conseil. La pièce était vaste, dominée par une table de 10 mètres en chêne massif. 12 personnes étaient assises autour. Des hommes et des femmes en costumes sombres, leurs visages graves. Au bout de la table était assis Sylvain Graves. Il ne se leva pas lorsque Julien entra. Il tapota simplement son doigt sur le bois poli. « Asseyez-vous, Julien, » dit Sylvain. Sa voix était comme du gravier broyé. Julien prit place à l'extrémité opposée. « Sylvain, je peux expliquer. La situation avec Vance est fluide. Nous avons connu un contretemps mineur dû à des informations cachées sur l'actionnariat. » Caché? Sylvain jeta un journal sur la table. C'était Le Monde. La photo de première page était une photo granuleuse de téléphone portable prise par un client au restaurant la nuit dernière. Elle montrait Julien hurlant sur une serveuse trempée. Le titre disait « Le milliardaire tyran. Comment Julien Thorne a viré la femme qui le possède. » « Vous appelez ça caché? » grogna Sylvain. « Le monde entier le sait. Julien, vous n'avez pas seulement perdu l'affaire, vous êtes devenu un mème Internet. Thorne Dynamics est en tendance sur Twitter et pas pour nos résultats du 3e trimestre. Les gens annulent des contrats. Notre réputation est dans les toilettes. » « J'ai été provoqué, » dit Julien d'une voix serrée. C'était un coup monté. Elle travaillait là sous de faux prétextes. Elle travaillait là pour payer la greffe de poumon de son père parce que vous avez gelé leurs actifs familiaux pendant la période de négociation. Une voix féminine résonna depuis le coin de la pièce. Julien se retourna brusquement, debout près de la fenêtre,
Regardant la ville, se trouvait Alice Vance. Elle ne ressemblait en rien à la serveuse de la veille. Le chignon désordonné avait disparu, remplacé par des cheveux lisses et raides tombant sur ses épaules. L'uniforme bon marché était remplacé par un tailleur pantalon couleur crème sur mesure qui criait le luxe discret. Elle ne portait aucun bijou, à l'exception d'une simple broche en or sur son revers. L'écusson de Vance Technologies. « Que fait-elle ici ?» exigea Julien en se levant. « Sécurité. »« Asseyez-vous, Julien, » aboya Sylvain. « Mademoiselle Vance est ici à mon invitation. » Julien se figea. « Votre invitation ?» Alice se tourna pour lui faire face. Son expression était calme, composée et totalement terrifiante. Elle marcha vers la table, ses talons claquant rythmiquement sur le sol. Elle ne regarda pas Julien, elle regarda le conseil. « Mesdames et messieurs du conseil, » commença Alice, sa voix claire et confiante. « Mon père, Arthur Vance, a bâti son entreprise sur l'intégrité. Il a construit la technologie pour aider les gens, pas pour être démantelé en certains pièces détachées pour gonfler le bonus trimestriel de M. Thorne. » Elle regarda enfin Julien. « Vous pensiez acheter une entreprise mourante, M. Thorne? Vous pensiez que j'étais juste une serveuse timide que vous pouviez intimider pour rire? Vous n'avez pas réalisé que pendant que je vous servais de l'eau, je vous écoutais détailler vos plans pour commettre une fraude sur les valeurs mobilières. » La salle haleta. « C'est un mensonge, » répliqua Julien, bien que la sueur commençât à perler sur son front. « Je n'ai jamais rien dit sur la fraude. Vous avez explicitement dit à votre directeur financier, M. Croix, que vous aviez le conseil dans votre poche et que vous prévoyiez de cacher la vraie valeur des brevets de Vance jusqu'après l'acquisition pour éviter de payer l'impôt sur les plus-values, » dit Alice avec fluidité. « Je crois que le terme que vous avez utilisé était comptabilité créative. » Sylvain Graves tourna son regard de faucon vers Julien. « Est-ce vrai? » « Bien sûr que non. C'était une conversation de vestiaire. C'était de l'hyperbole, » se défendit Julien, mais il semblait faible. Alice plongea la main dans sa mallette et sortit une petite clé USB. Elle la fit glisser sur la longue table vers Sylvain. « Le restaurant a un système de sécurité, Monsieur Thorne, » dit Alice. « Mais il a aussi une politique d'enregistrement audio aux tables VIP à des fins de formation. En tant qu'ancien employé, je savais exactement à qui demander le fichier. » Julien sentit le sang se vider de ses jambes. Il s'effondra dans sa chaise. Il se souvint de l'arrogance spécifique de la nuit précédente. Il avait été si bruyant, si sûr de lui. Sylvain ramassa la clé. Il ne la brancha pas. Il la tint simplement, pesant l'avenir de Julien dans sa main. « Mademoiselle Vance, » dit Sylvain respectueusement, « que voulez-vous? Vous avez bloqué la fusion, vous avez le levier. Voulez-vous un prix plus élevé? Un siège à notre conseil? » Alice sourit, mais cela n'atteignit pas ses yeux. « Je ne veux pas de votre argent, Monsieur Graves. J'ai dit cela à Monsieur Thorne hier soir. Je ne veux pas d'un siège dans un conseil dirigé par un homme qui traite les gens comme des ordures. » Elle posa ses mains à plat sur la table. « Je veux que Thorne Dynamics s'excuse publiquement auprès de chaque membre du personnel du salon Obsidienne pour le harcèlement qu'ils ont enduré. Je veux que M. Henry soit réintégré avec une augmentation, car il agissait sous la contrainte de votre PDG. » Et enfin, elle verrouilla son regard avec celui de Julien. « Je veux acheter la division robotique de Thorne Dynamics avec une remise de 40%. C'est de la folie, » cria Julien. « C'est notre joyau de la couronne, vous ne pouvez pas. » « Le cours de l'action est en baisse de 12%, Julien, » l'interrompit Alice froidement. « À midi, quand je publierai l'audio de vous en train de vous moquer de la classe ouvrière tout en planifiant l'évasion fiscale. Il sera en baisse de 20%, peut-être 30%. Si vous me vendez la division robotique maintenant, je garde l'audio privé. Je sauve votre entreprise d'une enquête de l'AMF et je sauve votre travail, pour l'instant. » Sylvain Graves regarda Julien. Il regarda la clé USB, puis il regarda Alice. « 40%, c'est raide, » dit Sylvain en négociant. « Disons 20. »« 30, » contre-attaqua Alice, « et Julien doit signer le contrat. » Sylvain hocha la tête, lentement, marché conclu. « Vous ne pouvez pas faire ça. »
protesta Julien, regardant autour de la pièce pour du soutien. Mais il n'en trouva aucun. Les membres du conseil évitaient son regard. C'étaient des requins, et il sentait le sang dans l'eau, le sang de Julien. « Rédigez les papiers », ordonna Sylvain à l'équipe juridique. Alice marcha vers Julien. Elle se pencha, approchant son visage du sien, reflétant la façon dont il avait envahi son espace la nuit précédente. « Vous m'avez dit d'apprendre à être utile », chuchota-t-elle, sa voix glaciale. « J'ai suivi votre conseil. Je suis très utile à l'héritage de ma famille. C'est incroyable ce qu'une serveuse timide peut faire quand elle arrête de trembler, n'est-ce pas? » Julien resta assis dans un silence stupéfait, regardant l'équipe juridique commencer à taper. Il était entré dans cette pièce en tant que PDG d'un empire. Il était assis là maintenant comme un homme qui venait d'être déjoué par la femme qu'il avait pour boire avec des insultes. Mais Alice n'avait pas fini. Elle se retourna vers la porte. « Oh, et Julien ?» appela-t-elle. Il leva les yeux, brisé. « Je garde les 10 000 € que vous avez jetés par terre, » dit-elle. « Je les donne à la recherche frénétique d'un nouveau PDG pour Thorne Dynamics, parce qu'après que les actionnaires auront entendu parler de cet accord, vous aurez besoin d'un miracle pour garder ce siège. » Elle sortit, laissant les lourdes portes se refermer derrière elle. Le penthouse de la tour Thorne était une forteresse de solitude, flottant haut au-dessus des nuages de Paris. C'était silencieux, froid et stérile, un reflet parfait de l'homme qui le possédait. Julien Thorne arpentait la longueur de son salon, un verre de scotch de 50 ans à la main. Il n'avait pas bu une gorgée, il était trop occupé à fixer les lumières de la ville en contrebas, les imaginant brûler. L'humiliation dans la salle du conseil avait été absolue. Il avait été dépouillé de sa dignité, forcé de signer la cession d'un actif clé et soumis au chantage d'une femme qu'il avait rejetée comme une servante. L'image du visage d'Alice Vance, suffisant, composé, supérieur, était marquée au fer rouge sur l'arrière de ses paupières. Il jeta le verre contre la cheminée. Il se brisa, le liquide ambré sifflant en touchant les braises chaudes. « Je ne la laisserai pas gagner », grogna Julien à la pièce vide. « Je ne serai pas battu par une fille qui sent le liquide vaisselle. » Il sortit un téléphone, jetable d'un tiroir verrouillé de son bureau. Il composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. Ça sonna une fois. « C'est Vargas », répondit une voix rocailleuse. Pas de politesse, pas de nom. « C'est Thorne », dit Julien. « J'ai un travail. C'est un projet de démolition. Physique ou réputation? » « Personnel », dit Julien, ses yeux se plissant. « La cible est Alice Vance. C'est la fille d'Arthur Vance. Elle pense qu'elle est intouchable parce qu'elle détient les actions avec droit de vote de l'entreprise de son père. J'ai besoin que tu trouves la faille dans l'armure. Tout le monde a un point de pression. Trouve le sien et appuie dessus jusqu'à ce qu'elle craque. Considère que c'est fait. Donne-moi 6 heures. » Julien raccrocha. Il marcha vers la fenêtre, pressant son front contre le verre frais. Alice avait bien joué le jeu de l'entreprise. Elle avait utilisé les lois et les statuts contre lui. Mais Julien savait quelque chose qu'elle ignorait. La loi était une toile d'araignée. Elle attrapait les mouches, mais les faucons passaient tout droit à travers. 6 heures plus tard, le téléphone vibra. « Je l'ai », dit Vargas. « Dis-moi, Arthur Vance, il est mourant », rapporta Vargas sans passion, fibrose pulmonaire en phase terminale. Il est actuellement au centre médical privé Saint-Jude. Il suit un plan de traitement expérimental impliquant un système de support pulmonaire synthétique. C'est la seule chose qui le maintient en vie en attendant une greffe. Et, pressa Julien, le traitement est incroyablement coûteux, non couvert par l'assurance standard. Vance n'a pas versé de dividendes depuis 2 ans, parce qu'Arthur a versé toutes les liquidités dans la R&D. Alice a payé de sa poche, d'où le travail de serveuse. Mais voici le coup de grâce. Saint-Jude est une entité privée. Ils cherchent actuellement un bienfaiteur pour garantir leur nouvelle aile de cardiologie. Un sourire lent et cruel s'étira sur le visage de Julien. C'était le sourire d'un prédateur qui venait de trouver la jugulaire, qui détient la dette sur les prêts d'expansion de l'hôpital, demanda Julien.
Une holding appelée Helix Capital. Achète Helix Capital, ordonna Julien. Achète tout, ce soir. Je me fiche de ce que ça coûte. Je veux posséder la dette, je veux posséder le conseil d'administration, et je veux posséder l'air même qu'Arthur Vance respire. C'est beaucoup de capital, juste pour blesser une femme, Thorne. Ce n'est pas une question d'argent, Vargas, chuchota Julien. C'est une question de leçon. Le lendemain matin, Alice était assise au chevet de son père. La chambre était remplie du son rythmé du ventilateur. Arthur Vance semblait fragile. Sa peau translucide, des tubes serpentant de sa poitrine vers une grande machine complexe qui bourdonnait doucement. « Nous l'avons fait, papa, » chuchota-t-elle en tenant sa main fine. « Nous avons sauvé l'entreprise. Julien Thorne ne peut plus nous toucher maintenant. Je vais utiliser les bénéfices de la vente de la robotique pour assurer l'avenir de l'entreprise et le tien. Nous allons obtenir cette greffe. » Les yeux d'Arthur papillonnèrent. Il ne pouvait pas parler, mais il serra faiblement sa main. Il avait l'air fier. Soudain, la porte de la chambre s'ouvrit brutalement. Le docteur Sterling, l'administrateur en chef de Saint-Jude, entra. Il avait l'air pâle et en sueur, serrant un presse-papier contre sa poitrine comme un bouclier. « Mademoiselle Vance, » dit le docteur Sterling, sa voix tremblant. « Pourrais-je vous parler dans le couloir? » « C'est urgent. » Alice sentit un nœud d'angoisse se resserrer dans son estomac. Elle embrassa le front de son père. « Je reviens tout de suite, papa. » Elle sortit dans le couloir blanc stérile. « Qu'est-ce qu'il y a, docteur? Est-ce un poumon de donneur? Avez-vous trouvé une correspondance? » « Non, Alice. » Le docteur Sterling ne pouvait pas croiser son regard. « C'est à propos du financement du séjour de votre père et de l'utilisation du prototype de ventilateur. Nous sommes à jour pour le mois. » dit Alice défensivement. « J'ai fait le virement ce matin. L'hôpital a subi une restructuration de propriété concernant notre location d'équipements spécialisés. » balbutia le docteur Sterling. Le nouvel actionnaire majoritaire a audité les comptes. Ils ont déterminé que le prototype de ventilateur est une technologie propriétaire qui ne peut pas être utilisée sur des patients non affiliés sans des frais de licence massifs. « De quoi parlez-vous? » exigea Alice, sa voix montant. « Mon père a aidé à concevoir cette machine. Vous ne pouvez pas simplement l'enlever. Il en a besoin pour respirer. Nous avons reçu une directive il y a 10 minutes, » dit le docteur Sterling, essuyant la sueur de son front. « À moins qu'un frais de licence de 2 millions d'euros ne soit payé immédiatement. Nous sommes légalement tenus de déconnecter l'appareil et de transférer Arthur en soins palliatifs standards. » « Soins palliatifs standards » haleta Alice. « C'est une condamnation à mort pour lui. Il ne tiendra pas 1 heure. »« Je sais, » chuchota le docteur. « Je suis tellement désolé, mais j'ai les mains liées, le nouveau propriétaire est inflexible. »« Qui ?» siffla Alice, saisissant les revers du docteur. « Qui est le nouveau propriétaire? » Avant que le docteur Sterling ne puisse répondre, les portes de l'ascenseur au bout du couloir s'ouvrirent. Julien Thorne en sortit. Il ne portait pas de costume aujourd'hui. Il portait un pull en cachemire noir décontracté et un jean sombre, ayant l'air d'aller faire une promenade dans le parc. Il était flanqué de 2 grands gardes de sécurité. « Bonjour, Alice, » dit Julien, sa voix douce comme de la soie. Alice lâcha le docteur et fixa Julien. La réalisation la frappa comme un coup physique. Le timing, la cruauté, la spécificité de la menace. « Vous, » souffla-t-elle, « vous avez acheté l'hôpital. Techniquement, j'ai acheté la dette de la holding qui possède les droits de location de l'équipement médical, » corrigea Julien, marchant vers elle lentement. Structure d'entreprise complexe en réalité. Mais le résultat final est simple. Je possède la machine qui maintient votre père en vie. « Monstre !» hurla Alice. Elle se jeta sur lui, mais l'un des gardes de sécurité attrapa son bras facilement, la retenant. « C'est un vieil homme malade. Cela n'a rien à voir avec lui. » Julien s'arrêta juste hors de sa portée. Il la regarda se débattre, ses yeux vides d'empathie. « Cela a tout à voir avec lui, » dit Julien calmement, « parce qu'il est votre faiblesse. Vous m'avez humilié, Alice. Vous avez pris ma division robotique. Vous m'avez fait passer pour un imbécile. Pensiez-vous vraiment que j'allais juste me rouler en boule et mourir? »
J'irai voir la presse, cria Alice, les larmes coulant sur son visage. Je dirai à tout le monde ce que vous faites. Allez-y. Julien haussa les épaules, le temps que l'article soit publié, le temps que l'indignation cycle à travers les réseaux sociaux, la machine sera éteinte, votre père sera parti. Alice devint molle dans la prise du garde. Le combat se vida d'elle, remplacé par une terreur froide et suffocante. Elle regarda la porte de la chambre de son père. Elle pouvait entendre la machine biper. « Que voulez-vous » chuchota-t-elle. Julien sourit. « Maintenant, nous négocions. » Julien fit signe aux gardes de la relâcher. Alice trébucha en arrière, frottant son bras, mais elle ne courut pas. Elle ne pouvait pas courir. « Les termes sont simples, » dit Julien, sortant un document plié de sa poche arrière. « Vous signerez le transfert des droits de vote de Vance à Thorne Dynamics immédiatement. Vous rendrez la division robotique pour une somme symbolique de 1 euro et vous signerez une déclaration sous serment indiquant que l'enregistrement audio avec lequel vous m'avez menacé était une fabrication créée par une technologie d'intelligence artificielle. » Alice fixa le papier. C'était une reddition totale. C'était la destruction de l'héritage de son père. C'était donner à un tyran le pouvoir absolu. « Si je signe ça, » dit Alice, sa voix tremblant, « vous détruisez tout ce que mon père a construit. » « Mais je sauve l'homme lui-même, » contre-attaqua Julien. « Si vous signez, les frais de licence sont annulés. Arthur reste sur la machine. Je paierai même pour la greffe quand un donneur sera trouvé. Je lui donnerai les meilleurs soins que l'argent puisse acheter. » Il s'approcha, sa voix tombant dans un murmure conspirateur. « C'est un choix simple, Alice. L'héritage ou la vie. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous? Être la PDG d'une entreprise ou être une fille? » Alice regarda Julien avec une haine pure. « Vous êtes une coquille vide sans âme. Je suis un gagnant, » dit Julien froidement. « J'ai un notaire qui attend dans le hall. Vous avez 1 heure pour décider. À 11 heures, la machine est débranchée. » Il tourna les talons et retourna vers l'ascenseur. Ses gardes, traînant derrière lui, il ne regarda pas en arrière. Il savait qu'il avait gagné. Il avait mis son cœur échec et mat. Alice se tenait dans le couloir, serrant le contrat. Elle avait l'impression de se noyer. Elle retourna dans la chambre de son père. Arthur dormait à nouveau. Il semblait si paisible. Elle ne pouvait pas le laisser mourir. Pas comme ça, pas pour une entreprise. Elle s'assit sur la chaise, prit un stylo de son sac à main et le fit planer au-dessus du papier. Sa main tremblait si violemment qu'elle ne pouvait pas faire une marque. « Je dois le faire, » pensa-t-elle. « Je dois le sauver. Ne le signe pas. » La voix venait de la porte. Ce n'était pas une infirmière. Ce n'était pas un docteur. Alice leva les yeux. Debout là, l'air nerveux et regardant par-dessus son épaule, se trouvait Sébastien Croix, le directeur financier de Julien, l'homme qui avait ri d'elle quand elle avait renversé l'eau. Alice se leva, défensive. « Que faites-vous ici? Est-ce qu'il vous a envoyé pour jubiler? »« Non, » dit Sébastien rapidement, entrant dans la pièce et fermant la porte derrière lui. Il avait l'air terrible. Ses yeux étaient injectés de sang, sa cravate de travers. « Il ne sait pas que je suis ici. S'il le découvre, je suis mort professionnellement et peut-être littéralement. » « Pourquoi êtes-vous ici? »« Parce qu'il y a une ligne, » dit Sébastien, sa voix épaisse de culpabilité. « Il y a une ligne entre être un requin et être un monstre. J'ai fait beaucoup de mauvaises choses pour Julien. J'ai truqué des comptes, j'ai écrasé des syndicats, j'ai brisé des vies. Mais ça, » il fit un geste vers le vieil homme endormi. « Tenir un homme mourant en otage, couper son support vital, ce ne sont pas des affaires. C'est un meurtre. » Alice le regarda, méfiante. « Alors, que pouvez-vous faire? »« Il possède la dette. »« Il possède la dette. » Sébastien hocha la tête, mais il l'a achetée en utilisant des fonds du fonds de pension des employés de Thorne. Les yeux d'Alice s'écarquillèrent. « Quoi? Il était pressé, » expliqua Sébastien, parlant rapidement.
Il avait besoin d'argent liquide rapidement pour acheter Helix Capital dans la nuit. Il n'a pas eu le temps de liquider ses actifs personnels, alors il a pioché dans le fonds de pension. C'est hautement illégal. C'est du détournement de fonds. C'est de la prison fédérale. « Pouvez-vous le prouver ?» demanda Alice, son cœur commençant à s'emballer. Sébastien plongea la main dans sa veste et sortit une épaisse enveloppe Kraft. « Je suis le directeur financier. J'ai traité le transfert parce que j'avais trop peur de dire non, mais j'ai gardé les reçus, la trace numérique, tout est là. » Il tendit l'enveloppe à Alice. « Pourquoi me donnez-vous ça ?» demanda Alice. « Vous vous impliquez vous-même. Je deviens témoin de l'accusation, » dit Sébastien sombrement. « Je préfère faire 2 ans en sécurité minimale pour coopération que passer le reste de ma vie à savoir que j'ai aidé à tuer votre père. De plus, Julien me traite comme un chien. Je suis fatigué d'être le chien. » Il vérifia sa montre. « Vous avez 40 minutes. Si vous lui montrez ça, il s'en fichera. Il est trop arrogant. Il pense qu'il peut acheter sa sortie du tribunal. » « Alors, que dois-je faire ?» demanda Alice. « Vous ne le lui montrez pas, » dit Sébastien, une lueur sombre dans les yeux. « Vous le montrez à la seule personne dont Julien a réellement peur. Sylvain Graves ?» réalisa Alice. « Sylvain est en ville ?» confirma Sébastien. « Il est au siège de Thorn Dynamics, en ce moment même, essayant de limiter les dégâts. Si vous lui apportez ça, Julien est fini, pas juste viré, détruit. » « Mais je ne peux pas partir, » dit Alice, regardant son père. « Si je ne suis pas là à 11 heures, Julien tire la prise. »« Je resterai, » dit Sébastien. Il s'assit sur la chaise qu'Alice avait laissée vacante. Il regarda Arthur Vance. « Je me tiendrai devant cette machine. Si les sbires de Julien essaient de la toucher, ils devront passer sur mon corps. Je suis un officier corporatif de Thorn Dynamics. S'ils me touchent, c'est une agression sur un supérieur. Ça vous fera gagner du temps. » Alice regarda Sébastien. Elle vit la peur dans ses yeux, mais aussi la résolution. Il essayait de se racheter. « Merci, » chuchota-t-elle. « Courez, » dit Sébastien. « Courez comme si votre vie en dépendait. » Alice attrapa l'enveloppe et sprinta hors de la chambre. Elle n'attendit pas l'ascenseur. Elle prit la cage d'escalier, dévalant les marches 3 par 3. Elle fit irruption dans la rue. Il pleuvait toujours, une bruine grise et froide. Elle héla un taxi, se jetant sur la banquette arrière. « Quartier de la Défense » hurla-t-elle. « Tour Thorn et conduisez comme si la police vous poursuivait. » Elle regarda son téléphone. 10h25, 35 minutes. Elle avait 35 minutes pour traverser Paris dans le trafic du matin, pénétrer par effraction dans le bâtiment le plus sécurisé de la ville et convaincre le président du conseil d'exécuter son propre PDG. Alice serra l'enveloppe contre sa poitrine. « Tiens bon, papa. Tiens bon juste un peu. » 10h48, le taxi s'arrêta en crissant des pneus à 3 pâtés de maison de la tour Thorn. Un embouteillage de camions de livraison et de banlieusards en colère avait transformé la rue en parking. « Je ne peux pas aller plus loin, madame », cria le chauffeur par-dessus le son des klaxons. Alice ne discuta pas. Elle lui jeta un billet de 50 € et s'extirpa de la voiture. La pluie s'était transformée en déluge. Ses talons glissèrent sur l'asphalte mouillé et elle trébucha, écorchant son genou. Elle enleva ses chaussures coûteuses. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait besoin de vitesse. Elle courut pieds nus à travers les flaques. L'enveloppe Kraft glissait à l'intérieur de sa veste pour la garder au sec. Son souffle déchirait ses poumons. Elle esquiva les piétons, sauta par-dessus les flaques et se faufila à travers le trafic. 10h52, à l'hôpital Saint-Jude. L'air dans la chambre d'Arthur Vance était assez épais pour étouffer. Julien Thorn se tenait près de la fenêtre, vérifiant sa montre. Patek Philippe. Il avait l'air ennuyé. 8 minutes. « Sébastien, » dit Julien sans se retourner. « Tu transpires. Tu sais, la loyauté est une marchandise. Tu viens de dévaluer la tienne à 0. » Sébastien Croix se tenait devant la machine de support vital. Les bras croisés, il tremblait, mais ses pieds s'étaient net plantés. « Je ne bouge pas, Julien, et cette machine non plus. Tu penses que tu peux m'arrêter ?» Julien gloussa, se retournant.
Il fit signe à ses 2 gardes de sécurité. « Enlevez M. Croix. Essayez de ne pas casser trop d'os, mais s'il résiste, eh bien, les accidents arrivent. » Les gardes s'avancèrent. Sébastien se raidit. C'était un comptable, pas un combattant. Il ferma les yeux, attendant l'impact. 10h55, Alice fit irruption à travers les portes tournantes de la tour Thorne. Elle était trempée, ses cheveux collés à son visage, ses pieds saignants et sales. Le hall en marbre immaculé devint silencieux. « Arrêtez-vous là !» cria le chef de la sécurité du hall, se mettant en travers de son chemin. « Mademoiselle Vance, vous êtes sur la liste noire, vous devez partir. J'ai besoin de voir Sylvain Graves. » Halta Alice, levant l'enveloppe. « J'ai la preuve d'un crime. »« Je me fiche de ce que vous avez, » dit le garde, attrapant sa radio. « Escortez-la dehors. » Alice regarda la batterie d'ascenseur. C'était à 15 mètres, elle n'y arriverait jamais. Puis, elle le vit. Monsieur Henry, le directeur du salon Obsidienne, sortait du bâtiment en portant un carton de ses affaires personnelles. Il avait été viré ce matin-là, comme Julien l'avait menacé. Il avait l'air vaincu. « Monsieur Henry !» hurla Alice. Henry leva les yeux. Il vit la fille qu'il avait virée, il vit le désespoir dans ses yeux, et il vit les gardes de sécurité se refermer sur elle. Henry lâcha son carton, il ne réfléchit pas, il agit simplement. Il se jeta sur le chemin du garde de sécurité principal, le plaquant au sol poli. « Cours, Alice !» rugit Henry, luttant avec le garde. « Vas-y !» Alice ne gâcha pas le sacrifice. Elle sprinta passer la bagarre, esquivant un 2e garde et frappa le bouton d'appel de l'ascenseur. Les portes se fermaient juste sur un stagiaire terrifié. Alice coinça son bras dedans, les forçant à se rouvrir et se jeta à l'intérieur. Elle frappa le bouton pour le penthouse. 10h58. Sébastien était sur le sol de la chambre d'hôpital. Sa lèvre fendue, ses côtes douloureuses, les gardes avaient été efficaces. Julien l'enjamba, ajustant ses manchettes, il marcha vers la machine. Le bip régulier du moniteur cardiaque d'Arthur remplissait la pièce. « Un marché est un marché », chuchota Julien à l'homme inconscient. « Votre fille a fait son choix. » Il tendit la main vers le cordon d'alimentation principal. 10h59. Les portes de l'ascenseur tintèrent au dernier étage. Alice s'envola, ignorant la réceptionniste, et ouvrit d'un coup de pied les doubles portes du bureau du président. Sylvain Graves était au téléphone. Il leva les yeux, surpris alors qu'un tourbillon mouillé et pieds nus prenait d'assaut son sanctuaire. « Alice !» Sylvain se leva. « Quelle est la signification de « Il l'a volé ?» cria Alice, claquant l'enveloppe humide sur son bureau. « Julien a volé le fonds de pension. Il l'a vidé pour acheter la dette de l'hôpital. Regardez les horodatages. Regardez les numéros de compte. » Sylvain se figea. Le fonds de pension était sacré. C'était le 3e rail de la finance d'entreprise. Il déchira l'enveloppe. Ses yeux scannèrent le document que Sébastien avait imprimé. Son visage passa de l'agacement au violet de rage en 3 secondes. Ce fils de Sylvain attrapa son téléphone de bureau. Il ne composa pas une secrétaire. Il composa le code de contournement pour l'administration de l'hôpital, une ligne directe qu'il gardait pour les urgences. 11h, la main de Julien était sur la prise. Il tira. La prise sortit du mur. La machine devint silencieuse. Le souffle du ventilateur s'arrêta. « Non !» gémit Sébastien depuis le sol. La poitrine d'Arthur cessa de se soulever. Soudain, le téléphone de Julien sonna. C'était une sonnerie forte et discordante dans le silence mortel. Julien sourit. Il supposa que c'était Alice appelant pour supplier. Il rebrancha la machine, juste pour être cruel, pour donner à l'homme quelques secondes d'air de plus, afin qu'il puisse négocier. La machine revint à la vie. Arthur prit une respiration rauque. Julien répondit au téléphone. « Tu as changé d'avis, ma douce ? » Ne bougez pas un muscle, espèce de voleur. Ce n'était pas la voix d'Alice, c'était la voix de Sylvain Graves, et elle sonnait comme la voix de Dieu. Le sourire de Julien disparut. « Sylvain ?»« Haut-parleur » commanda Sylvain. « Maintenant ?» Les mains de Julien tremblaient alors qu'il mettait le téléphone sur haut-parleur. « Suis-je en ligne ?»
demanda Sylvain. Oui, chuchota Julien. Julien Thorne. La voix de Sylvain résonna dans la chambre d'hôpital, en tant que président du conseil. J'invoque l'article 25 immédiatement. Vous êtes relevé de vos fonctions de PDG à compter de cette seconde. La sécurité est en route pour l'hôpital. Si vous touchez à cette machine à nouveau, si vous la regardez même de travers, je m'assurerai personnellement que vous passiez les 20 prochaines années dans une cellule si petite que vous devrez dormir debout. Julien laissa tomber le téléphone. Il regarda la porte. 2 policiers se tenaient là. Derrière eux se trouvait le docteur Sterling. « Monsieur Thorne, » dit l'officier, s'avançant avec des menottes, « nous avons un mandat pour votre arrestation concernant fraude électronique, détournement de fonds et tentative d'homicide involontaire. » Julien regarda Sébastien, qui se relevait du sol, essuyant le sang de sa bouche. Sébastien sourit à travers la douleur. Échec et mat. Siffla Sébastien. 2 semaines plus tard, le soleil brillait sur Paris, asséchant le souvenir de la tempête. Alice Vance entra dans la salle du conseil de Thorne Dynamics. Elle ne portait pas l'uniforme de serveuse, elle ne portait pas la panique d'une fille, elle portait un costume de direction bleu marine. Sylvain Grave était assis en bout de table. Sébastien Croix était assis à sa droite. Il avait été réintégré en tant que directeur financier après son témoignage et promu directeur de l'éthique. Mademoiselle Vance, Sylvain hocha la tête respectueusement. « Merci d'être venu, Monsieur Graves, » répondit Alice, prenant un siège. « Comment se passe la restructuration? »« C'est chaotique, » admit Sylvain, « mais avec la fusion robotique, nous nous stabilisons et grâce au rétablissement de votre père, la confiance des investisseurs est élevée. » Arthur était réveillé. Il avait reçu la greffe il y a 3 jours, financé entièrement par un don anonyme, généreux des comptes d'entreprise Thorne, un cadeau d'adieu que Sylvain avait autorisé. Il allait vivre. « Je ne suis pas ici pour les affaires aujourd'hui, » dit Alice. « Je suis ici parce que vous avez dit qu'il voulait me voir. » Sylvain soupira. Il est dans la salle de détention en bas. Ses avocats essaient de négocier un plaidoyer. Il refuse de signer quoi que ce soit avant de vous parler. Il dit qu'il a des affaires inachevées. « Faites-le entrer, » dit Alice. Les portes s'ouvrirent. Julien Thorne entra. Il semblait différent. L'arrogance était toujours là, mais elle était fissurée. Il portait un costume bon marché. Ses avoirs avaient été gelés. Il semblait fatigué, plus mince et significativement moins comme un dieu. Il était menotté, flanqué d'un marshal fédéral. Julien s'assit en face d'Alice. Il la regarda avec un mélange de haine et de respect rancunier. « Vous m'avez ruiné, » dit Julien. Sa voix était rauque. « Vous vous êtes ruiné vous-même, Julien, » répondit Alice calmement. « J'ai juste allumé la lumière. J'ai construit cette entreprise, » cracha Julien. « J'en ai fait un titan et vous l'avez remise à des dinosaures comme Sylvain. »« Vous avez utilisé cette entreprise ?» corrigea Alice. « Vous avez utilisé les gens. Vous avez traité Sébastien comme un meuble. Vous avez traité Monsieur Henry comme de la saleté. Vous m'avez traité comme une blague. » Julien se pencha en avant, les chaînes de ses menottes cliquetant sur la table. « Je veux savoir une chose. Cette nuit-là au restaurant, quand vous êtes parti, vous saviez, n'est-ce pas? Vous saviez que vous alliez tout prendre. »« Je ne voulais rien prendre, » dit Alice. « Je voulais juste servir des tables et payer mes factures. Vous avez forcé ma main. » Julien rit. Un son creux et amer. « Eh bien, félicitations. Vous avez gagné. Je vais en prison. Vous êtes riche. Est-ce suffisant? Est-ce que ça fait du bien? » Alice se leva. Elle fit le tour de la table, jusqu'à ce qu'elle soit debout, juste derrière lui. Elle se pencha tout comme il l'avait fait pour elle au restaurant, tout comme il l'avait fait dans la salle du conseil. « Vous avez demandé mes derniers mots, Julien ?» chuchota-t-elle. Julien se raidit. « Vous avez viré une serveuse parce que vous pensiez qu'elle était faible, » dit Alice doucement. « Vous avez essayé de tuer un père parce que vous pensiez qu'il était un handicap, mais vous avez oublié la règle la plus basique de l'industrie du service. » Elle marcha vers la porte et posa sa main sur la poignée. Elle le regarda, ses yeux flamboyants d'un feu froid. « Le client a toujours raison.
jusqu'à ce qu'il ne puisse pas payer l'addition. Elle ouvrit la porte et « Julien, votre addition est due ». Elle sortit. Julien Thorne resta assis dans le silence, les mots résonnant dans sa tête. Le marshal attrapa son épaule. « Allons-y, monsieur Thorne, le transport attend. » Alors qu'il l'emmenait, Julien regarda par la fenêtre. Il vit un panneau d'affichage pour Vance Tech Robotics. Il présentait une photo d'un nouveau ventilateur médical. Le slogan disait « Insuffler la vie dans le futur ». Il baissa la tête. Le roi était mort. Longue vie à la reine. Et c'est ainsi, mesdames et messieurs, que la serveuse timide a fait tomber le plus grand tyran de Paris. Julien Thorne pensait que son argent le rendait invincible. Mais il a appris à la dure que la dignité, la loyauté et la famille sont des devises qui ne s'effondrent jamais.